aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de participer. Donc en effet, on va essayer de tenir pour cette dernière heure après cette journée bien dense. Je crois que vous avez vu plein de choses. Et il y avait pas mal de rappels, j'ai vu sur l'axe gonadotrope. Donc, comme ça, on connaît bien les bases et j'ai pas besoin de revenir dessus pour pouvoir bien comprendre quels sont les différents médicaments qu'on va rencontrer dans la prise en charge en AMP et en infertilité. Alors vous avez sur cette diapositive de résumé ce qu'on va aborder là au cours de cette heure. Quels sont les traitements qui sont utilisés en infertilité? Vous en avez trois grands types. Les traitements qui permettent de faire une stimulation avec les modulateurs sélectifs de récepteurs aux oestrogènes, les antiaromatases et les gonadotrophines. Vous avez les médicaments de type analogue de la GnRH, dont vous avez entendu bien parler, la GnRH à l'instant, dans le topo de Madame Plubureau. Et puis les traitements stéroïdiens, œstradiol et progestérone, dont je dirais juste un petit mot à la fin. Et lorsqu'on parle de l'infertilité, on parle toujours de l'infertilité du couple. Donc chez la femme, c'est tous ces traitements qu'on va pouvoir utiliser, mais ces traitements, on va pouvoir aussi les utiliser chez l'homme. C'est cela surtout qu'on va rencontrer, et je vous en parlais aussi lors de mon exposé. Donc c'est pareil, hein, vous m'interrompez s'il y a des questions, ou j'imagine sur le chat, tu me dis s'il y en a en cours de route, sinon on discutera à la fin. Donc le petit rappel physiologique, ça va être très très bref, hein, puisque l'axe gonadotrope, vous venez de le voir bien. En pratique, ce qui va nous intéresser ici, c'est que on a au niveau de notre hypothalamus, voilà, notre hypothalamus ici, on a plein d'afférences de différents neurones qui vont venir réguler la pulsatilité de l'hormone GnRH qui est sécrétée par ce neurone, qui va agir au niveau des récepteurs qui sont situés au niveau des cellules gonadotropes de l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va sécréter la FSH et la LH qui vont agir sur les gonades, masculines ou féminines. Ces gonades vont ensuite sécréter certaines hormones qui vont exercer des rétrocontrôles positifs ou négatifs. Voilà, ça c'est vraiment la base qui est indispensable, mais vous l'avez bien revu aujourd'hui pour essayer de comprendre tous ces traitements qui vont interagir avec cet axe gonadotrope, soit pour le stimuler, soit pour au contraire le bloquer et pour pouvoir faire nos traitements d'infertilité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, qui sont les différents traitements qu'on peut rencontrer pour stimuler. Et en premier lieu, on va parler du citrate de clomifène, qui est donc un modulateur sélectif de la réponse aux œstrogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une molécule qui va avoir des effets anti-œstrogènes à certains endroits du corps, en fonction des récepteurs aux œstrogènes qui s'y trouvent, ou des effets pro-œstrogéniques à d'autres endroits. En pratique, vous le savez, ça s'appelle le clomide. Ça se vend sous la forme de comprimés à 50 mg, le comprimé. Avant, il y avait aussi d'autres molécules comme le pergotine, mais qu'on ne rencontre plus en France en tout cas, et ce depuis 2016. L'objectif du traitement, ça va être d'avoir un effet anti-œstrogénique au niveau central, au niveau hypothalamo-hypophysaire, avec une inhibition compétitive, on va le revoir après. L'objectif, ça va être de faire croire à l'hypothalamo-hypophyse qu'on a une carence œstrogénique. Et cette carence œstrogénique, elle va provoquer en réponse un relargage de FSH, surtout endogène. Donc le but, ça va être de rétablir le relargage de FSH qu'on a normalement lors de l'ouverture de notre fenêtre de FSH en début de phase folliculaire, et donc de provoquer un recrutement folliculaire. Vous voyez, c'est 3,50 € pour 5 comprimés, donc c'est vraiment pas très cher comme traitement. Comment ça fonctionne? Comme je vous le disais, le citrate de clomifène, il va se fixer, j'arrive pas trop avec ça, au niveau des récepteurs aux œstrogènes, au niveau hypothalamo-hypophysaire, avec une inhibition compétitive. Et ça va permettre ensuite d'internaliser les récepteurs qui vont se retrouver donc non exposés à la surface et donc beaucoup moins sensibles à l'œstradiol qui pourrait arriver de façon endogène à la suite de la croissance d'un follicule. On va avoir cette inhibition du rétrocontrôle négatif des œstrogènes sur l'hypophyse et une sécrétion de gonadotrophine hypophysaire pour permettre soit un recrutement folliculaire et la maturation folliculaire, soit chez l'homme, une stimulation pour la spermatogénèse ou la sécrétion de testostérone. L'objectif va donc être de donner ce traitement par citrate de clomifène en tout début d'une pseudophase folliculaire, de recréer une phase folliculaire chez des patientes qui sont
disovulantes chez lesquelles cette fenêtre de FSH n'existe pas. Donc le traitement, il va se donner dès le début des règles pour partir sur un endomètre qui est comme en début de phase folliculaire. On va avoir l'ouverture artificielle de notre fenêtre de FSH grâce à cet effet anti-œstrogénique sur l'hypothalamo-hypophyse. Puis ensuite, après l'arrêt de l'administration, on va avoir une décroissance de cette fenêtre de FSH qui va permettre, normalement, un recrutement monofolliculaire. Puisque tous les follicules qui ont été recrutés mais qui n'ont pas été sélectionnés vont, du fait de la décroissance de la FSH, s'atroisier, et c'est uniquement le follicule sélectionné dominant le plus sensible à la FSH qui va poursuivre sa croissance jusqu'à l'ovulation. On essaye de rétablir la physiologie. Le problème de ce citrate de clomifène, le premier, c'est qu'il a une demi-vie qui est quand même assez longue, de 5 à 7 jours. Et donc ce blocage hypophysaire dont je vous parlais, il va pouvoir perdurer un peu tout au cours de la phase folliculaire. Il peut parfois être à l'origine d'un recrutement qui va être multifolliculaire parce qu'on ne va pas avoir cette baisse de FSH dont je vous parlais qui permet l'atrésie de certains follicules et la sélection d'un seul follicule. Donc le risque, c'est d'avoir une ovulation multiple et donc d'avoir des risques de grossesse multiples par la suite. Et puis il peut y avoir aussi des effets anti-œstrogéniques sur d'autres zones qui sont un peu plus gênantes pour la grossesse, en particulier au niveau de l'utérus, que ce soit l'endomètre ou ce soit le col, où on va avoir un effet anti-œstrogénique qui peut perdurer au niveau de la glaire, et donc parfois empêcher le passage et la capacitation des spermatozoïdes, ou alors au niveau de l'endomètre, où on va avoir un défaut de croissance endométriale parce qu'on peut avoir un effet anti-œstrogénique au niveau de l'endomètre chez les patientes. Donc c'est deux choses qu'il faut bien surveiller, surtout au niveau de l'endomètre. Quand on a des patientes qui sont avec un traitement avec du citrate de clomifène, il faut qu'on ait une bonne croissance endométriale, sinon ça peut être une des causes d'échec de traitement par citrate de clomifène. Et puis il va y avoir un effet là plutôt œstrogène-like au niveau hépatique, et donc il y a chez les patientes qui ont des hépatopathies, c'est un traitement qui va être contre-indiqué. Quelles sont les indications? Très brièvement, il y a juste cette diapositive. L'indication, j'allais dire quasiment la seule, c'est la dysovulation et en premier lieu le syndrome des ovaires polykystiques. Une patiente qui a des cycles réguliers et qui ovule tous les mois, il n'y a absolument pas d'indication à donner un traitement par citrate de clomifène. Ce sera plus contre-productif qu'autre chose. Et bien sûr, on le fait un bilan d'infertilité complet, mais vous en parlerez largement. Oui, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça, je suis désolée. Je vais le poser. Voilà. Ça peut être utilisé surtout pas en France, mais dans certains pays où les gonadotrophines, dont on va parler après, sont vraiment très chers. Ça peut être utilisé pour des raisons de coût, pour une stimulation en vue de FIV, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace. Merci. Et chez l'homme, il peut éventuellement être proposé également par le même mécanisme dans le cadre d'hypogonadisme hypogonadotrope ou d'azoospermie non obstructive, donc pour un effet de stimulation de la spermatogénèse. En pratique, comment ça se donne? Chez la femme, ça se donne donc comme je vous le montrais sur le schéma, ça se donne en tout début de cycle, 1 à 3 comprimés par jour. On démarre à 1 comprimé et après on augmente uniquement s'il n'y a pas eu d'ovulation, pas s'il n'y a pas eu de grossesse, c'est uniquement s'il n'y a pas eu d'ovulation. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller ces cycles pour savoir si on a bien eu une ovulation, parce que sinon on ne sait pas si notre traitement est efficace et si on doit ou non augmenter la dose de citrate de clomifène qu'on donne à notre patiente. Et comme je vous le disais, l'objectif c'est d'avoir un endomètre fin au moment du démarrage, donc soit en tout début de cycle si jamais la patiente a quand même parfois des règles, ou après un cycle provoqué avec de la dihydrogestérone, donc l'hémorragie de privation un peu artificielle. Et donc on doit suivre ce cycle pour savoir si on a bien une efficacité de notre traitement, donc c'est-à-dire est-ce que la patiente ovule, et si on n'a pas une réponse multifolliculaire avec des risques de grossesse multiples. Donc c'est un traitement qui nécessite une surveillance minimale, mais quand même une surveillance. En pratique, le plus simple, c'est de faire une échographie entre J12 et J14 pour vérifier qu'on a bien une croissance monofolliculaire et pas multifolliculaire. Et puis vérifier ensuite en deuxième partie de cycle vers J24 si on a bien eu
une progestérone qui s'élève, et donc si on a bien eu une efficacité de notre traitement par citrate de clomifène. Et on surveille toujours les effets secondaires, donc la croissance endométriale dont je vous parlais, et puis l'effet secondaire qu'il faut guetter, et pour lequel il faut s'inquiéter, ce sont des troubles visuels qui peuvent exister par un effet anti-œstrogène au niveau vasculaire et qui est un peu comme l'équivalent, il doit être considéré comme l'équivalent d'un AIT et d'un accident ischémique transitoire, et donc c'est une contre-indication formelle à reprendre le clomide par la suite. C'est très peu fréquent, mais c'est la contre-indication à reprendre le clomide. Et chez l'homme, ça peut être prescrit, alors bien sûr complètement hors autorisation de mise sur le marché en France. C'est prescrit en continu, un demi à un comprimé par jour, parfois un jour sur deux. On adapte en fonction des taux de testostérone et des taux de FSH. Ça va induire donc la sécrétion de FSH et de LH endogènes et permettre une stimulation de la spermatogénèse. Et on surveille dans ces cas-là les taux de testostérone à 1 mois d'introduction du traitement et le spermogramme à 3 mois d'introduction. Donc c'est une prescription qui est quotidienne et beaucoup plus longue, donc rien à voir avec la prescription qu'on peut voir chez la femme. Un autre traitement de stimulation qu'on utilise dans l'induction simple de l'ovulation, ça va pour le clomide? Vous avez déjà des questions? Ouais. Ouais. Et bien en fonction de si votre patiente a ovulé ou pas. On commence à un comprimé. On vérifie en milieu de cycle si elle a bien un follicule qui semble croître au milieu de cycle. Et puis ensuite, on vérifie par un dosage de progestérone en phase lutéale, qu'on calcule en fonction de l'échographie qu'on a vue. Est-ce que la patiente a ovulé? Si la patiente a ovulé avec un comprimé, ben on reste à un comprimé parce que ça veut dire qu'on rétablit des cycles, ce qui est l'objectif, et des ovulations, ce qui est l'objectif de notre traitement. Si à un comprimé, elle n'a pas ovulé, et ben on va passer au prochain cycle à 2 comprimés. Voilà. Et on va jusqu'à 3 maximum. Ouais. Non, la metformine, ça va vraiment dépendre. Maëlys, tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce que sur un distanciel, ils l'ont pas. Ils n'entendent pas Ah, quand on pardon. pose des questions sur Ah le oui, clomide. pardon. Ok. Donc la première question, c'était comment on sait si on doit modifier la dose de traitement par citrate de clomifène. Donc c'est en fonction de l'ovulation ou non qu'on modifie la dose. Et l'autre question, c'était est-ce qu'on associe de la metformine lorsqu'on fait une stimulation par clomide chez les patientes SOPK. Donc c'est pas du tout systématique. Le traitement de première intention et celui qui marche le mieux, c'est le létrozole, même plutôt que le citrate de clomifène. Mais en tout cas, en France, c'est le citrate de clomifène en première intention. La metformine, on peut l'associer s'il y a des troubles glycidiques associés et en cas d'échec du citrate de clomifène seul. C'est surtout dans cette indication qu'on va le donner. On passe au létrozole. Donc le létrozole, c'est un anti-aromatase. Anti-aromatase, ça veut dire que ça va bloquer l'enzyme aromatase. Bon, ça, jusque-là, ça va. L'enzyme aromatase, elle est ici. Elle permet la conversion de la testostérone en œstradiol et de l'androsténione en œstrone, enfin bref, des androgènes en œstrogènes, au niveau de l'ovaire, mais également au niveau périphérique, au niveau du tissu adipeux. Et en fait, l'action d'un anti-aromatase, ça va être de diminuer les taux d'œstrogène et d'œstradiol circulant, et donc par la même action, d'avoir un effet de stimulation de notre hypothalamo-hypophyse qui va croire, là encore, que la sécrétion d'œstradiol est diminuée. Donc on a une inhibition, là encore, du rétron-contrôle négatif des œstrogènes sur l'hypothalamus, qui va induire la sécrétion endogène de FSH et de LH. Et donc on va avoir exactement le même mécanisme d'action au niveau central que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le clomide. La demi-vie est courte, là, 48 heures versus 5 à 7 jours pour le clomide, vous vous en souvenez, avec donc un risque de croissance multifolliculaire qui est un peu plus diminué par rapport au citrate de clomifène. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'effet anti-œstrogène sur la glaire ou l'endomètre. On va donc, puisqu'il y a un effet court, on l'administre pareil juste en début de phase folliculaire. Et donc au moment où on a notre croissance endométriale et notre sécrétion de glaire au moment de l'ovulation, eh bien on n'a plus cet effet anti-œstrogène. Et donc on va avoir un meilleur endomètre et une meilleure glaire au moment de l'ovulation lorsqu'on est sous anti-aromatase. Les indications du létrozole, eh ben, c'est les mêmes que celles que je viens de vous dire. C'est la dysovulation et le syndrome des ovaires polykystiques. On peut parfois l'utiliser dans le cadre de la préservation de fertilité pour empêcher l'hyperœstradiolémie
dans le cas d'une hyperstimulation avant une prise en charge d'un cancer du sein, mais ça reste très anecdotique comme utilisation. Et puis ça peut être aussi utilisé chez l'homme dans les mêmes indications et dans le même mode d'action que ce que je vous disais tout à l'heure. En pratique, comment ça se donne? Chez la femme, c'est exactement comme le citrate de clomifène, c'est 1 à 3 comprimés par jour qu'on donne entre J3 et J7 du cycle, donc pareil pendant 5 jours. Et pareil que le clomide, on va l'adapter en fonction de oui ou non on a une ovulation. On le surveille de la même façon. Les effets secondaires ne sont pas les mêmes. Il y en a très peu à court terme. À long terme, les effets des anti-aromatases et des arthralgies, des signes d'hypoœstrogénie dont vous parliez tout à l'heure avec Madame Plubureau, ce n'est pas des choses qu'on observe sur une prise de 5 jours. Il y a des risques tératogènes qui avaient été rapportés sur des premiers papiers assez anciens de patientes qui étaient sous anti-aromatase pour un cancer du sein, qui ont eu une grossesse avec des pathologies cardiaques chez le fœtus qui avaient été retrouvées. Et donc il y a eu énormément de freins à l'utilisation de ce produit en stimulation et en induction de l'ovulation. C'est pour ça qu'en France, ça reste hors AMM dans cette indication. Par contre, c'est le traitement de première ligne dans les recommandations européennes, dans les recommandations aux États-Unis pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, pour l'induction de l'ovulation dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, c'est le traitement de première ligne pour l'induction de l'ovulation. Et ça peut aussi être donné chez l'homme, dans les mêmes indications que je vous disais. Dans ces cas-là, c'est 1 comprimé par jour qu'on donne et on fait exactement la même surveillance que je vous disais tout à l'heure. Là aussi, on est complètement hors indication, autorisation de mise sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire sur les traitements pour l'induction simple de l'ovulation par voie orale. Oui, il y a une question là-bas. La question est combien on a le droit de faire de cycles? Alors, pour la sécurité sociale, il n'y a pas de limite de cycle. Pour le remboursement, on dit classiquement qu'après 4 à 6 cycles ovulatoires, il faut changer de traitement parce que eh bien, il peut y avoir ça veut dire qu'il n'est pas efficace. Si on a bien eu une ovulation à chaque fois et qu'il n'y a pas eu de grossesse, il faut passer à une autre ligne thérapeutique. Donc soit y associer des inséminations, soit passer à des drillings ou à des gonadotrophines ou à des inséminations dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, j'entends. Et après, classiquement, on dit aussi qu'il ne faut pas dépasser 9 cycles de citrate de clomifène. Pourquoi? Parce que c'est après 9 cycles qu'on a vu qu'il pouvait y avoir une augmentation du risque de cancer de l'ovaire qui avait été rapporté. Bon, après, le lien de causalité est pas du tout démontré entre le citrate de clomifène et le cancer de l'ovaire. C'est quelque chose qui a été rapporté. On ne sait pas si c'était la pathologie qui était à l'origine de l'indication de donner le traitement par citrate de clomifène qui était à l'origine de cette augmentation de risque ou le traitement lui-même. En pratique, de toute façon, on n'a pas de raison d'aller au-delà de 4 à 6 cycles s'ils sont bien ovulatoires et que la patiente n'est pas enceinte. Alors, on n'est pas obligé de déclencher, déjà, parce que la patiente, normalement, elle va ovuler toute seule. Donc, on n'est pas du tout obligé de déclencher l'ovulation. Et après, la question était, est-ce qu'on peut faire un traitement 1 cycle sur 2? Oui, il y avait parfois des pratiques où on faisait 1 cycle sur 2 parce qu'il pouvait y avoir un effet rémanent d'un cycle sur 2. En pratique, ce n'est pas toujours le cas et vaut mieux faire tous les cycles pour augmenter les chances de grossesse à chaque cycle, puisque voilà, l'objectif, c'est de gagner du temps. Oui. Je pense que ça, vous allez revoir des cours dessus. Mais du SOPK, je pense qu'il y a mercredi, il y a le docteur Robin qui vient de vous parler de tout ça. Il y a ça, et puis moi, je fais un cours sur l'estime simple, donc on pourra en discuter. Là, c'est juste une revue de tous les médicaments en AMP. Mais je vois qu'ils ont plein de questions, donc vous aurez plein de questions. Mais gardez-les pour mercredi. Je ne vais pas répondre à tout. Donc, on va parler maintenant des gonadotrophines. FSH, FSH-LH et HCG, pardon. C'est une question par rapport au létrozole, parce qu'on parle des cycles en ovulatoire. Donc il y a fréquemment une hyperostrogénie relative qu'on peut gagner sur les troubles de cycle. Est-ce qu'il y a un effet pour une régularité des cycles? Alors, pas en soi, puisque au long cours, ça ne va pas avoir un effet positif, ça va avoir un effet anti-œstrogène prolongé. L'effet là qu'on utilise, c'est un moment
ponctuelle pour, voilà, pour donner un boost entre guillemets à l'hypothalamo-hypophyse et relarguer de la FSH et repermettre cette fenêtre de FSH et donc permettre une ovulation par la suite. Mais au long cours, on aura toujours un effet anti-œstrogène comme on a dans le cancer du sein avec les symptômes dont je vous parlais tout à l'heure. Le tamoxifène, on ne l'utilise pas en induction de l'ovulation. Donc j'en ai pas parlé ici, mais en effet, ça peut avoir ça peut être utilisé. Ça peut avoir les mêmes impacts, mais en pratique, on ne l'utilise pas. Bon, ça, j'en parle pas. On passe aux gonados. Bon, parmi les gonadotrophines, vous avez la FSH, la LH et l'HCG qui sont des glycoprotéines avec deux chaînes polypeptidiques, une chaîne alpha qui est commune à toutes les sous-unités, la FSH, la LH, l'HCG et la TSH, et une sous-unité bêta qui est spécifique à chacune de ces hormones et qui a donc avec un nombre d'acides aminés différent entre ces quatre glycoprotéines. Elles ont donc une partie commune que vous avez représentée ici en orange, et donc ces sous-unités bêta qui sont spécifiques. Et au sein de ces sous-unités, vous avez des sites particuliers de glycosylation. Ces sites de glycosylation, ils vont avoir des particularités différentes. C'est ce qui va être à l'origine de différentes isoformes. En fait, on n'a pas, chaque personne, femme ou homme, n'a pas une seule FSH ou une seule LH ou une seule TSH. Elle va avoir différentes formes de FSH ou de LH ou de TSH au cours du cycle ou au cours de sa vie. Donc il va y avoir des modifications et ces isoformes, elles vont avoir chacun une action plus ou moins forte sur le récepteur avec une affinité plus ou moins forte en fonction de ce type de glycosylation. Et ça peut avoir un impact aussi, on va le voir, en thérapeutique. La LH et l'HCG ont une structure quasi similaire. La chaîne alpha et la chaîne bêta sont identiques. Il y a seulement en plus sur l'HCG une chaîne 24 acides aminés en plus qui sont avec un profil de glycosylation très différent. Ils vont agir sur le même récepteur et cette chaîne qu'on a en plus de 24 acides aminés, elle a beaucoup de glycosylation qui vont lui conférer une demi-vie beaucoup plus longue que la LH classique et c'est ce qui est noté ici. Vous avez l'HCG qui a une demi-vie qui est de plus de 24 heures, 24 à 30 heures, alors que la LH a une demi-vie entre 20 et 45 minutes. Mais sinon, c'est exactement la même structure et donc elle va se fixer sur le même récepteur et c'est cette particularité qu'on va utiliser ensuite, nous, en AMP. Vous avez là la comparaison entre ce qu'on a en physiologie, en vert, le pic de LH qu'on a physiologiquement en réponse à notre rétrocontrôle positif sur notre axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Donc avec un palier, une augmentation de 14 heures, un palier puis une descente. Donc au total, environ 48 heures de pic, alors que l'HCG va s'élever très rapidement et avec une forte ascension. La phase ascendante est beaucoup plus longue et donc on peut avoir une action de l'HCG qui est beaucoup plus prolongée. Donc comme je vous le disais, la FSH par exemple va avoir de différentes isoformes qui vont varier en fonction du cycle et c'est ce que vous voyez qui est représenté sur ce schéma à droite. Vous avez en phase folliculaire, en milieu de cycle et en phase lutérale les différents types de FSH qui vont être sécrétés, qui vont être plus ou moins. Donc ils ont tous la même structure, mais avec ces isoformes différentes, ils vont avoir des charges électriques différentes, un contenu en acide sialique différent, donc des formes plutôt acides et des formes plutôt basiques. Et avec ces modifications, on va avoir une demi-vie qui va être différente, comme je vous disais, une affinité pour le récepteur qui est différente et une activité métabolique qui peut être différente. Et ceci varie en fonction du cycle et aussi au cours de la vie. Ce n'est pas la même FSH qu'on sécrète en phase folliculaire ou pendant la ménopause. Elles vont par contre toutes agir sur le même récepteur, donc en se fixant sur la partie extracellulaire du récepteur, un récepteur à 7 domaines transmembranaires qui est couplé aux protéines G. Ça c'est pour la physiologie. Et alors, en pratique, quels sont les traitements qu'on va utiliser? Quels sont les gonadotrophines? Alors, je crois que vous avez déjà eu un grand rappel historique, donc je ne vais pas le reprendre sur toutes les gonadotrophines ce matin, non, c'est ça? Enfin, ce que j'ai lu dans le programme.
Ah, c'était l'historique de l'AMP plutôt que les gonadotrophines. Bon, donc il y a aussi un historique pour les gonadotrophines qui est le parallèle d'une historique de l'AMP, avec depuis les années 60, donc le développement de premières gonadotrophines, on va dire avec une méthode d'extraction traditionnelle, avec des extractions urinaires plus ou moins purifiées en fonction du temps. Et puis, à partir des années 90, il y a aussi le développement de gonadotrophines grâce à des biotechnologies et des productions à partir de cultures cellulaires. Et donc, ça donne d'autres produits qu'on va rencontrer. On va commencer par parler d'abord des SAGE-MG, donc Human Menopausal Gonadotrophines. Donc, c'est les premières gonadotrophines qu'on a récupérées, qui étaient donc une extraction de gonadotrophines d'urine de femmes ménopausées, donc des bonnes sœurs, on connaît tous l'histoire. Donc on récupérait c'est ce que vous avez ici représenté sur cette petite photo d'époque. On récupérait les urines, puisqu'elles étaient ensuite concentrées, et on récupérait en son sein toutes la FSH et la LH qui étaient sécrétées dans les urines de ces charmantes bonnes sœurs. Il y avait plein d'autres protéines, vous vous en doutez, qui étaient récupérées en même temps, avec des profils de glycosylation très variés, puisqu'il y avait de la FSH de plein de femmes différentes qui étaient chacune soit à cours de cycles différents, soit ménopausées, surtout des femmes ménopausées. Donc une très grande variabilité entre les lots, puisque on récupérait ce qui était donné par les femmes, et puis c'était assez peu précis au niveau de la dose, puisqu'on utilisait une méthode particulière assez on va dire artisanale pour calculer la dose qu'il y avait à l'intérieur du produit qu'on utilisait. On stimulait des souris avec ce produit qu'on récupérait. On récupérait les ovaires ensuite, et en fonction du poids des ovaires qu'on obtenait, eh bien, on disait quelle était la dose qu'on avait de gonadotrophine. Donc il peut y avoir une grande variation d'un lot à l'autre, et 70 classiquement que 75 unités d'HMG, ça peut varier entre 80% et 120% de FSH ou de LH en activité, donc ça peut correspondre à entre 62 et 100 unités finalement de gonadotrophine. Et puis il y a eu quand même, donc il y a deux produits qui sont actuellement disponibles. Il y a le Ménopure qui est disponible depuis 2004, la ménotrophine urinaire. Donc c'est une HMG hautement purifiée, avec 8 étapes de purification, donc on a quand même beaucoup moins de protéines que ce qu'il y avait initialement dans les années 60. Il y a eu, par ces procédés d'hyper-purification, une perte progressive de l'activité LH, donc on a ajouté de l'HCG à l'intérieur pour bien rétablir le ratio. Le ratio au sein du Ménopure, c'est 1 pour 1, 75 unités de LH pour 75 unités de FSH, avec quand même pas mal toujours de variabilité entre les lots. Donc d'un lot à l'autre, on n'a pas exactement la même dose de gonadotrophine qu'on administre, qu'on donne 150 pourtant dans les deux cas. Et puis il y a une deuxième HMG qui est disponible maintenant, j'ai oublié de mettre la date, mais ça fait 5 ans environ. Le Fertistart Kit, donc c'est de la FSH urine humaine post-ménopausique, où là l'activité LH est assurée par de l'HCG placentaire. On a le même rapport 1 pour 1. Et là il y a deux dosages qui sont disponibles, le 75 et le 150 unités. Pour le Ménopure, on a aussi des grosses ampoules de 600 et 1200 unités qu'on peut administrer en plusieurs fois. Et puis le dernier produit urinaire qui existe, c'est de la FSH d'extraction urinaire, là aussi hautement purifiée. Donc on a purifié l'HMG pour cette fois ne garder que l'activité FSH. Il reste quand même des traces d'activité LH résiduelle en son sein. Ça s'appelle le Fonstimon Kit. Là aussi c'est sous la forme d'ampoules de 75 et 250 unités. Ça va même jusqu'à 225. Ou 300. 300, pardon. Je l'utilise pas beaucoup. Et puis en parallèle, maintenant, depuis les années 90, se sont développés, vous l'avez vu tout à l'heure, des FSH qu'on appelle recombinantes, qui ont été développées pour diminuer cette variabilité qu'on observait entre les lots des gonados d'extraction urinaire, pour diminuer les besoins en urine de femmes ménopausées, parce qu'avec la demande croissante de traitement d'AMP, les femmes ménopausées n'auraient pas suffi pour satisfaire la demande, pour augmenter la sécurité. Et donc il y a eu un développement de culture cellulaire où on va avoir des gènes de la FSH sont introduits dans des modèles cellulaires de cellules de hamster chinois. Vous en avez deux ici qui sont représentés. Et ce sont les cellules de ces petits
hamsters chinois qui vont développer et sécréter la FSH qu'on va ensuite récupérer. Donc cette fois-ci, c'est un profil de glycosylation qui est très différent et très standardisé. C'est un profil de glycosylation qui est de milieu de phase folliculaire, la partie où le moment où la FSH va être la plus bioactive. Là, on va avoir une FSH vraiment très pure avec un profil de glycosylation très homogène, puisque vous avez vu, c'est une production standardisée. On a un mode de calcul aussi de la quantité d'activité FSH qui est à l'intérieur de chaque ampoule qui est beaucoup plus précis. Bon, là, on va avoir donc qui est beaucoup plus précis. On n'a pas du tout de variation de l'eau comme on peut avoir avec les activités urinaires. Et puis, il y a eu moins d'oxygation et donc la possibilité d'avoir non pas des ampoules où on est obligé de faire le produit au dernier moment, mais on peut avoir un produit qui est reconstitué pour un plus long terme et donc on peut avoir le développement de stylos. Et donc il y a plusieurs stylos qui existent maintenant. Donc les stylos qui sont présents depuis le départ, c'est la pholytropine alpha, donc le Gonal F, et la pholytropine bêta, le Puregon. C'est des produits qui sont similaires dans le mode de production, avec des purifications qui sont différentes. Et puis vous avez depuis 2013 des biosimilaires qui se sont développés, de pholytropine alpha, l'Ovalip et le Bemfola. Donc ce sont des similaires à un médicament de référence et on ne peut pas considérer que ce soit vraiment des génériques. Et il y a quand même des différences qui existent entre ces biosimilaires et les formes initiales, avec une bioactivité qui peut être différente. Et donc c'est pour ça que vous avez dans la littérature des comparaisons entre ces différentes molécules en permanence. Voilà. Et présentées par le laboratoire en permanence aussi. Et puis depuis 2019, vous avez une dernière FSH recombinante qui est mise sur le marché, la pholytropine delta, où cette fois, ce n'est pas les cellules d'ovaires de hamster chinois qu'on utilise pour fabriquer notre FSH, mais des cellules humaines dérivées de la rétine pour qu'il y ait peut-être un peu moins de croisement protéique et de risque d'allergie. Et enfin, depuis 2010, il existe en France une FSH qui a une longue durée d'action. Donc ils ont modifié la structure de la FSH pour rajouter une chaîne glycosylée comme ce qu'il peut y avoir sur l'HCG que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça n'a pas fonctionné pour créer cette FSH parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de diminuer l'impact des traitements qu'on donne aux patientes. Et l'objectif de diminuer le nombre d'injections qu'on donne aux patientes, c'est quelque chose qui est poursuivi depuis longtemps. Et c'est finalement en modifiant la sous-unité bêta avec une partie de la sous-unité bêta de l'HCG qu'on a réussi à obtenir cette demi-vie plus longue. Et donc le traitement, il s'appelle l'Elonva, c'est de la chorypholytropine alpha, c'est une injection qui vaut pour 7 injections qu'on donne donc en début du cycle de traitement et qui est efficace pour 7 jours. On a aussi des traitements de LH et d'HCG. Alors l'HCG urinaire, donc d'extraction urinaire par la même méthode dont je vous parlais tout à l'heure, elle est plus disponible en France depuis 2017, donc on n'a plus d'HCG urinaire qui est disponible. On a uniquement de l'HCG recombinante, donc qui est disponible sous la forme de stylo, vous en avez un exemple ici. Et puis la LH recombinante, qui est aussi disponible en ampoule, dont l'usage est quand même plus limité. Et donc je vous ai remis ici, mais je ne vais pas tout vous détailler, vous aurez le diaporama, hein, j'imagine, pour que vous ayez un peu une vue de tout ce qui existe. Là, c'est tous les produits qui existent comme FSH seul, extraction urinaire ou FSH recombinante, avec les différents modes d'administration, les différents dosages qui existent et les différents tarifs qui sont très variables d'une unité à l'autre. Je sais que nous, en France, comme tout est pris en charge à 100%, on n'a pas tendance forcément à le regarder, mais c'est quand même une donnée qui est importante à connaître. Donc ça, c'est pour la FSH seule. Vous avez l'association, en tout cas l'activité FSH-LH avec les deux HMG qui sont représentés en haut, et puis l'association FSH et LH recombinante sous la forme de stylo, qui là aussi est disponible depuis quelques années. Et enfin, la LH, donc que je vous disais, la LH sous forme de, c'est pas des seringues, la LH ce sont des seringues
à reconstituer. Et puis l'HCG, le stylo qu'on utilise pour déclencher l'ovulation principalement. Voilà, tout ce qui existe actuellement et que vous allez pouvoir utiliser chez la femme en induction simple de l'ovulation, après souvent une première ligne par les traitements dont je vous ai parlé tout à l'heure, en hyperstimulation ovarienne contrôlée, et puis pour déclencher l'ovulation. Et puis chez l'homme, pour induire la spermatogénèse ou stimuler la spermatogénèse également. Mais lorsqu'on fait des processus d'AMP, on ne cherche pas uniquement à stimuler l'ovulation, il faut aussi contrôler notre axe gonadotrope et empêcher qu'on ait une ovulation prématurée, surtout lorsqu'on est dans un processus de fécondation in vitro. Et donc c'est pour ça que le développement des analogues de la GnRH a un peu révolutionné l'organisation de la fécondation in vitro pour pouvoir bien planifier le moment où on peut récupérer nos ovocytes matures. Et donc c'est les agonistes et les antagonistes de la GnRH dont je vais vous parler qui ont ce rôle. Et puis on a aussi la pompe à GnRH. Je vais commencer par celui-là, juste un tout petit mot. Je vous passe le rappel, je pense, de l'axe gonadotrope et du neurone puisque vous le connaissez bien. Au niveau du neurone à GnRH, il faut quand même faire juste un petit focus sur la GnRH à proprement parler, qui est ce décapeptide là, ces 10 petits ronds que je vous ai mis au début de ma présentation, représentent les 10 acides aminés de la GnRH. Et chacun de ces acides aminés va avoir une activité propre. Il y a l'activité biologique, le site de liaison au récepteur, la régulation de l'affinité au récepteur et le site de protéolyse qui sont spécifiques de chacun de ces acides aminés. Et ça a une demi-vie très courte, 3 à 7 minutes. Cette GnRH agit sur son récepteur, qui est situé à la surface des cellules gonadotropes. Et c'est la pulsatilité de cette GnRH, on vous l'a dit assez, qui va être vraiment le moteur de toute la mécanique de notre axe gonadotrope, avec des pulsatilités qui sont variables, c'est ce que représenté ici, entre le début de phase folliculaire, un pulse tous les 90 minutes, fin de phase folliculaire, 1 toutes les 60 minutes, et qui se ralentit pendant la phase lutéale, un pulse toutes les 320 à 360 minutes. Cette sécrétion pulsatile, elle est essentielle pour guider la cellule gonadotrope au niveau de l'antéhypophyse. Si j'ai une sécrétion plutôt lente, c'est plutôt la FSH qui va être favorisée pour être produite ou pour être sécrétée. Et si on a une accélération de ces pulses de GnRH, c'est plutôt la LH qui va être favorisée. Donc c'est vraiment le guide pour la cellule gonadotrope pour savoir qu'est-ce que je sécrète, qu'est-ce que je produis. Puisque c'est la même cellule, vous vous souvenez, qui sécrète la FSH et la LH au niveau de l'antéhypophyse. La pompe à GnRH, elle va avoir pour objectif de reproduire cette pulsabilité de GnRH qui existe habituellement pour le fonctionnement de l'axe gonadotrope. Les dispositifs qui existent actuellement, ce sont des dispositifs qui sont similaires à des pompes à insuline, qui permettent d'avoir cette pulsabilité avec une injection qui est réalisée de GnRH toutes les 90 minutes. Ça ressemble à ça. Vous avez le dispositif qui est en haut, le dispositif auto-injecteur qui s'appelle l'Utrepulse. En tant que médecin, vous prescrivez les recharges de GnRH, donc le produit en lui-même, la gonadoréline, qu'on met à l'intérieur de cette pompe. Et puis la télécommande, elle va permettre de guider notre pod qui est situé sur la peau de la patiente. Vous avez la photo qui est représentée ici. Et donc cette gonadoréline, elle va être administrée par voie sous-cutanée toutes les 90 minutes au sein de ce petit dispositif qu'il faut changer tous les 3 jours. C'est un seul laboratoire qui le produit, c'est le laboratoire Ferring. Donc c'est des injections sous-cutanées avec, on peut choisir la dose de pulse qu'on met toutes les 90 minutes, parfois toutes les 120 minutes. La seule indication, c'est l'induction de l'ovulation et c'est quand même assez cher. Donc la seule indication de la pompe à GnRH, c'est celle que je vous ai mis en gros en gras ici, c'est l'induction de l'ovulation en cas d'anovulation d'origine hypothalamique. C'est pour rétablir cette pulsatilité de la GnRH qui peut être abolie dans certaines pathologies. Elle a été utilisée dans d'autres indications, comme l'induction de la puberté ou de la spermatogénèse, mais c'est vraiment des case report. Et puis vu le prix du produit, c'est pas ça qui va être utilisé maintenant en pratique quotidienne. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la pompe à GnRH. Parlons maintenant
de ces analogues de la GNRH. Donc agoniste comme antagoniste, l'objectif des deux, ça va être de se fixer sur le récepteur à la GNRH et d'abolir cette sécrétion pulsatile qui est le chef d'orchestre du fonctionnement de notre axe gonadotrope. Les agonistes et les antagonistes, c'est uniquement la modification d'un ou plusieurs acides aminés parmi les 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est des traitements qui ont été développés il y a assez longtemps, dans les années 70, parce que finalement c'est assez simple comme modification. Et vous avez de représenter ici les 3 traitements les plus connus, le triptoréline, nafaréline et neuprorélide, qui correspondent juste à la modification d'un ou 2 acides aminés au sein de ce décapeptide. Donc la modification des acides aminés 6 par x 10 qui vont provoquer une résistance à la protéolyse. Donc cette protéine, à l'inverse de la GNRH endogène, elle ne va pas être détruite. Donc avec une demi-vie allongée et une affinité qui est plus forte pour le récepteur pour ce qui est de la leuprolide, du leuprolide. Donc juste en modifiant un acide aminé ou deux, eh bien on modifie complètement la molécule et on peut provoquer une abolition de cette sécrétion pulsatile. Et on a bien montré que lorsqu'on fait une administration continue et non pas pulsatile de la GNRH, mais ça vous l'avez déjà vu j'imagine, on va avoir en réponse un blocage complet de la sécrétion de FSH et de LH endogènes par l'antéhypophyse. Et que dès qu'on rétablit une perfusion pulsatile, donc une sécrétion pulsatile de la GNRH, on a de nouveau une sécrétion de FSH et de LH endogènes. Donc le mode d'action des agonistes, ça va être d'abord une fixation sur le récepteur. Comme son nom l'indique, ça a un rôle agoniste, donc un rôle positif. Donc en premier, on va avoir d'abord un relargage massif de FSH et de LH, c'est ce qu'on appelle l'effet flare-up, qui peut être utilisé dans certaines indications pour déclencher l'ovulation ou pour stimuler en début de phase folliculaire précoce. Et puis secondairement, on va avoir une désensibilisation hypophysaire avec une phase réfractaire après l'arrêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous avez administré un agoniste de la GNRH, il se fixe sur son récepteur, là, ici, il va être ensuite internalisé. Soit l'administration n'est pas trop prolongée, et dans ces cas-là, il n'y a pas de destruction des récepteurs, ils sont juste dans leurs petits endosomes ici, et ils vont pouvoir être recyclés sur la paroi cellulaire, et ensuite notre cellule va rester sensible à la GNRH. Par contre, si on a une administration prolongée, surtout donc pour les longues durées d'action, les agonistes à longue durée d'action, le récepteur ne va pas seulement être internalisé, il va être détruit. Et donc l'étape de récupération de la sensibilité à la GNRH, elle peut être beaucoup plus prolongée. Donc lorsqu'on donne un agoniste avec longue durée d'action, vous savez classiquement on dit que ça dure 4 semaines, voire 3 mois des durées d'efficacité classiques des agonistes. Et en fait c'est beaucoup plus prolongé. Pour celles d'un mois, c'est parfois 6 à 8 semaines avant de récupérer une fonction endogène de sécrétion de la GNRH et de son action. Donc les effets, ça va être la désensibilisation hypophysaire au long cours. Là, c'est ce qui nous intéresse dans les processus de fécondation in vitro, vous le verrez, pour éviter une ovulation alors qu'on est en train de faire une stimulation ovarienne contrôlée. Lorsqu'on les donne de façon plus prolongée, mais ça c'est dans d'autres pathologies et c'est pas en AMP, on va avoir des effets secondaires qui sont liés à l'hyperœstrogénie prolongée, dont vous parlez tout à l'heure avec Madame Plubureau. Qu'est-ce qui existe comme produit? Déjà, il y a différents modes d'administration. Des administrations sous-cutanées, intramusculaires ou par voie nasale, et des formes qui peuvent être quotidiennes ou des formes retard. Là aussi, je vous ai remis les différents produits qui existent. Alors attention, tous n'ont pas l'autorisation de mise pour le marché dans le cadre de la PMA. Dans la PMA, vous avez la triptoréline, le décapeptyle, le DK 3 mg, et puis la nafaréline, le Synarel. Toutes les autres, on va avoir plutôt des indications dans le cancer de la prostate ou l'endométriose. Donc c'est uniquement triptoréline et nafaréline qui ont leur AMM pour l'induction en FIV. Les autres fonctionnent aussi, mais n'ont pas l'AMM. En ce qui concerne maintenant les antagonistes de la GNRH, eh ben c'est pareil, c'est juste
une modification d'un acide aminé différent, donc la modification de plusieurs acides aminés, dont ceux qui ont l'activité biologique. Et c'est pour ça que comme on modifie les acides aminés qui ont l'activité biologique, on ne va pas avoir l'effet positif qu'ont les agonistes de la GnRH dont on parlait tout à l'heure, mais là on va avoir directement un blocage de l'activité au niveau du récepteur. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce schéma. L'antagoniste de la GnRH, il va se fixer directement sur le récepteur avec un blocage compétitif du récepteur. Donc directement, on va avoir une baisse de la sécrétion de la LH dans les 3 heures qui suivent l'injection. Et la réversibilité, elle est immédiate, puisque c'est un blocage compétitif, on ne va pas avoir d'internalisation du récepteur comme on a avec les agonistes de la GnRH. Donc l'action, c'est ce que je vous disais, elle est immédiate. Les récepteurs, ils restent à la surface des cellules, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser d'autres molécules, et en particulier les agonistes de la GnRH, ils vont pouvoir quand même agir sur ces récepteurs. Ces récepteurs sont à la surface, ils sont juste bloqués par nos antagonistes. Et la réversibilité d'action, elle est immédiate, il n'y a pas de phase réfractaire comme il pourrait y avoir avec l'agoniste de la GnRH dont je vous parlais tout à l'heure. Le mode d'administration, il est sous-cutané. Il y a des voies orales qui sont en train de se développer. Il y en a certaines qui existent déjà aux États-Unis. Et c'est pour la PMA, en tout cas, c'est uniquement des formes quotidiennes qu'on va utiliser. Les formes mensuelles qui existent sur le marché, elles sont utilisées dans le cadre de la prise en charge du cancer de la prostate. Et donc les deux molécules, les deux produits qui existent, c'est le Ganirelix et le Cetrorelix, avec des injections sous-cutanées, une injection par jour. C'est ces deux molécules avec différents noms commerciaux qui ont une indication pour la stimulation en vue de FIV, dont on vous reparlera. Donc les indications de ces agonistes et ces antagonistes pour la PMA, donc il y a plein d'indications, vous l'avez vu. Ça va être la désensibilisation hypophysaire pour la FIV, éventuellement le déclenchement de l'ovulation, et dans certains cas, un soutien de phase lutéale en utilisant l'effet flare-up de l'agoniste. Et enfin, un dernier petit mot, mais vraiment, promis, j'ai 4 minutes, sur les traitements stéroïdiens, œstradiol et progestérone qu'on peut être utilisés à amener et que vous allez rencontrer dans votre pratique de PMA. L'œstradiol, à quoi il va servir? Il peut être utilisé pour programmer les cycles d'hyperstimulation ovarienne contrôlée. Comment ça fonctionne? On vous le redira. L'œstradiol, vous l'avez vu, il a un effet de rétrocontrôle négatif sur notre axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc l'objectif, par cette administration d'œstradiol en phase lutéale du cycle précédent, ça va être d'empêcher l'ouverture endogène de la fenêtre de FSH et donc de pouvoir choisir à quel moment on va faire ouvrir la fenêtre de FSH de notre patiente et donc programmer le début de notre stimulation. Ça va être ça l'objectif lorsqu'on veut programmer les cycles avec de l'œstradiol. Et on peut l'utiliser également pour préparer l'endomètre dans un traitement hormonal substitutif pour préparer l'endomètre pour les transferts d'embryons congelés. Les traitements qui sont disponibles, c'est soit par voie orale, des comprimés qu'on peut utiliser par voie orale ou par voie vaginale. Attention, c'est des œstrogènes qu'on donne par voie orale ou par voie vaginale également. Il y a quand même un effet de premier passage hépatique et donc une augmentation du risque thromboembolique et certaines contre-indications chez certaines patientes, comme pour les pilules œstroprogestatives. Et puis il y a aussi des patchs qui n'ont pas de risque thromboembolique puisqu'on passe par voie sous-cutanée, mais on ne peut pas les utiliser dans le cadre de la programmation des cycles parce qu'ils n'ont pas un effet antigonadotrope assez prononcé. On va les utiliser plutôt pour préparer l'endomètre à un transfert d'embryon congelé. Et enfin, la progestérone et ses dérivés, il y en a de nombreux qui existent, qu'on va utiliser surtout en soutien de phase lutéale, donc après le déclenchement de l'ovulation. La soutien de phase lutéale, on vous en reparlera, c'est un élément essentiel pour permettre d'avoir un développement embryonnaire et une implantation et un début de grossesse optimal. Il y en a plusieurs qui ont l'AMM avec différentes voies d'administration, par voie vaginale, en gel, ou sous forme de capsule, par voie sous-cutanée, par voie intramusculaire. On utilise de plus en plus la voie orale avec la dihydrogestérone, donc cette rétropregestérone qui n'a pas le même mode de dégradation que la progestérone naturelle, mais qui par contre n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en soutien de phase lutéale.
Ce traitement par progestérone, c'est donc le soutien de phase utile en première intention, le traitement hormonal substitutif dans la suite des œstrogènes pour préparer l'endomètre à un transfert d'embryon congelé. Et puis maintenant, on l'utilise de plus en plus dans les protocoles de stimulation pour bloquer le pic de LH. Et donc, à la place des analogues de la GnRH dont je vous parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus de protocoles de stimulation qui se développent en utilisant ces progestatifs pour bloquer le pic de LH et non plus les analogues dans certaines indications. Et pour l'instant, c'est pas du tout venant. Voilà, je vous remercie pour votre attention avec tout ce grand panel de tout ce qui existe en PMA. Pour l'instant, sur le chat, il n'y en a pas. Ils sont tous endormis. Il y a eu... Bah oui, c'est ça. Oui. Bah oui, c'est ça. Vous allez avoir un cours pour l'utilisation de tous les produits, je pense. Là, c'était l'objectif, c'était... Enfin, je te laisse répondre. Oui, non, mais vous aurez un cours pour les modalités de prescription de chaque traitement. Là, c'était juste une revue. Ouais. Voilà, c'est ça, pour avoir un petit peu une Il y a des vision. cours dédiés, vous inquiétez pas. Là, c'était juste un aperçu de tout ce qui existe.